Vous voulez Visual Studio ou vous préférez Hyper-V? On choisit. Hyper-V? Allez, c'est parti, allez, vous êtes chaud? Allez, le temps de finir les derniers préparatifs et puis on devrait commencer à vous montrer des choses. On va attaquer direct là. Allez, c'est parti. On va attaquer direct dans l'art parce qu'on a pris déjà un petit peu de. Allez, c'est bon, on enquille. Et donc ce qu'on va vous raconter cet après-midi, ça va pas être compliqué, hein, ça va être 45 minutes de démo. On va essayer de finir à l'heure. On va essayer. Allez. Première démonstration, donc Hyper-V dans Windows Server 2012 R2, c'est pareil que Hyper-V dans Windows 8.1. On a le même, hein, donc moi je ferai mes démos dans Windows 8.1, je suis le vilain petit canard de l'équipe. Nous, on aura des vraies machines. Comment? Et nous, on aura des vraies machines. Et vous avez des vraies machines d'hommes. Pour nous, les hommes. Exactement. Donc première chose qu'on remarque dans Windows, dans la nouvelle version d'Hyper-V, c'est ce qu'on voit quand on fait l'assistance de création d'une nouvelle machine virtuelle. Alors si j'avais mon petit zoom it, ça irait mieux. C'est la possibilité de choisir entre deux générations de machines virtuelles. Génération 1, génération 2. Donc la nouveauté, c'est la génération 2. Qu'est-ce qu'elle a de nouveau? Elle vous apporte beaucoup plus de performance sur vos machines virtuelles. Surtout au niveau du démarrage de la machine, de l'installation de la machine. Et ensuite un petit peu, alors je sais plus, c'est 20%, 10%. Pour le boot, une vingtaine. En fonctionnement classique. Et d'où ça vient, ce gain de performance? C'est principalement dû au fait qu'on a supprimé tout ce qui servait à rien dans les machines virtuelles. Depuis des années, on fait des efforts terribles pour faire en sorte que l'OS dans la machine virtuelle croit qu'il est dans une machine physique, alors que tout ça, finalement, ça sert à rien si la machine virtuelle a les bons drivers pour l'environnement virtuel. Ce qui est le cas maintenant dans nos OS. Donc, si vous avez du Windows 8, à partir de Windows 8, 64 bits ou Windows Server 2012, évidemment 64 bits, vous pouvez faire des générations 2. Cela dit, il n'y a aucune obligation là-dedans, hein. Tout ce qui marche en génération 1 continue à fonctionner. Les machines se parlent entre elles, enfin il n'y a aucune obligation dans cette histoire. Ce qui change également, c'est qu'au niveau matériel, on a beaucoup moins de drivers émulés. Ouais, on a fait du gros ménage, des choses qui ne vous servent pas trop. On a un BIOS, simplement pour le montrer quand même, hein, parce que quand même. Dans mes settings, ici, au lieu d'avoir un BIOS classique, maintenant j'ai un firmware UEFI, donc ça permet d'avoir ces options-là de boot en UEFI, ça permet de faire du Secure Boot, ça permet également de démarrer sur une carte réseau synthétique Hyper-V en mode PXE, ce qui n'était pas le cas auparavant, il fallait passer par une carte émulée, une ancienne carte, etc. Et de démarrer également sur un disque dur SCSI virtuel. Voilà pour la Gen 2. Deuxième nouveauté, alors ça fait plusieurs fois que je montre ça à CTechDays, mais c'est toujours sympa à regarder, c'est le support des machines Linux. Donc je vais démarrer cette petite Ubuntu Desktop 64 bits version 13.10 ici. Remarquez qu'elle démarre avec 512 mégas de RAM, cette machine virtuelle. Pourquoi? Parce que je l'ai configurée dans ses paramètres avec, au niveau mémoire, une mémoire de démarrage, alors c'est tout là-haut, j'ai mal cadré, mais c'est tout en haut. Voilà. Hop, tout en haut ici. Une mémoire de démarrage de 512 mégas, une mémoire minimum de 512, et puis une mémoire maximum ridiculement haute, etc. Donc comme vous savez, hein, sur les machines virtuelles Windows, on a ce qu'on appelle la mémoire dynamique qui nous permet d'augmenter la mémoire allouée à la machine virtuelle côté host en fonction des besoins de la machine virtuelle. Et bien, la nouveauté, c'est que, je vais zoomer en dynamique ici, avec une machine virtuelle Linux, ça va être exactement la même chose. Donc là, ma machine a démarré avec 512 MB de RAM, et là, devant vos yeux ébahis, en direct live, la machine virtuelle commence à demander plus de RAM, elle demande presque 2,5 Go de RAM, et donc du coup, Hyper-V lui a donné 2,2 Go de RAM. Donc c'est vraiment la mémoire que voit l'OS Guest, l'OS Linux, si on fait la commande free-h, elle va afficher 2 Go de RAM. Donc voilà pour ça. Donc c'est pas la seule fonctionnalité qui est intéressante dans le fait qu'on ait les drivers Hyper-V directement dans le noyau Linux, hein, puisque ça vient de là à l'origine. C'est qu'on a donné en fait à la communauté Linux qui développe le noyau les sources en GPL-V2, en licence GPL2 de nos drivers Hyper-V, de façon à ce qu'ils les intègrent dans leur distribution. Et aujourd'hui, on est arrivé au point où on a exactement le même support au niveau Hyper-V entre des VM Linux et des VM Windows. Donc on supporte Red Hat 6.4, CentOS 6.4, Oracle Linux,
Ubuntu, les dernières versions, et puis j'en oublie CentOS et SUSE. Et puis la nouveauté, oui, depuis le mois dernier, on supporte également FreeBSD, donc il commence à poindre le bout de son nez dans nos Hyper-V. Et donc la dernière petite cerise sur le gâteau, c'est que si je fais un shutdown propre ici de ma VM s'arrête proprement. Alors ça n'a l'air de rien, ça, mais dans un script PowerShell, démarrer et arrêter proprement une machine virtuelle, ça peut servir et ça peut vraiment être utile. Voilà pour Linux. Et tu veux aussi nous parler de redimensionnement de VHDX, voilà. Pascal. Là. Voilà, exactement. Donc le redimensionnement de VHDX en direct. Donc là, ici, j'ai une machine virtuelle sous Windows Server 2012 et qui est en génération 1. Donc ce n'est pas une fonctionnalité liée à la génération 2 des machines virtuelles. Donc sur cette machine, je vais ouvrir le Disk Manager pour vous montrer qu'on a effectivement sur cette machine 2 disques durs. Un disque dur... ouais, ça c'est... Pourquoi j'en ai 3 maintenant? Nouveau, ça vient de sortir. Donc j'ai un disque dur de 10 Go. Oui, c'est le CD, le troisième, je suis bête. Et un deuxième disque dur, donc qui est un disque de données, qui s'appelle E2 points, et qui fait un petit giga. Donc c'est un tout petit disque dur de données. Donc ce disque, en fait, il a comme particularité d'être un disque SCSI, alors que le premier est un disque IDE. Parce que le redimensionnement de machines de disques virtuels en live ne concerne que les disques SCSI. Donc je vais pouvoir voir les propriétés de mes disques ici. Donc si je prends le deuxième disque dur qui est ici, le disque SCSI, sur le contrôleur disque SCSI, je vais pouvoir aller l'éditer. Et puis, regardez, est-ce que c'est ça? Oui, c'est bien ça. Donc on voit ici que j'ai 2 options, Compact et Expand. Donc ça veut dire quoi, ces 2 options? Je me perds dans les... Donc Compact, c'est une option qui n'a rien à voir avec ce que je vais vous montrer ici, qui permet de simplement compacter, un peu comme un défrag, hein, on compacte simplement le stockage du disque. Je me sens un petit peu entouré. Donc ce regard insistant veut dire que si tu pourrais compacter également l'horloge, ce serait pas mal. Donc ce qu'on peut faire, c'est augmenter sa taille. Donc actuellement il fait 1 giga, je vais le passer à 2 gigas, hein, je recule devant aucune audace. Je fais Finish. Voilà, et là en direct, je fais F5, donc je rafraîchis l'affichage et je vois que mon disque est passé à 2 gigas, avec donc une deuxième partie qui n'est pas encore allouée, donc il suffirait que je prenne ma partition et que je l'étende pour occuper tout l'espace. Donc ça, augmenter un disque, c'est bien, mais est-ce qu'on peut le diminuer? Eh bien la réponse est oui. Si je fais Edit maintenant, vous remarquez que j'ai maintenant 3 options. J'ai une troisième option qui est apparue, qui est Shrink, donc qui me permet de réduire la taille de mon disque. Et en fait, pourquoi elle n'est apparue que maintenant? Parce que j'ai effectivement de la place de libre après ma partition de données sur mon disque. Et donc je pourrais la réduire jusqu'à 1 giga. Voilà pour le redimensionnement. Eh bien, Pascal, tu nous as fait quelque chose à chaud, c'est-à-dire tu as dimensionné, agrandi et rétréci un disque dur d'une machine qui est en cours d'exécution. Moi, je vais faire mieux. Je vais prendre cette machine, oui, je peux faire mieux. Je vais prendre cette machine virtuelle et je vais la déplacer d'un node de virtualisation à l'autre. Alors ça, c'est pareillement nouveau. C'est arrivé avec Windows Server 2008 R2. Ça s'appelle le Live Migration, le déplacement d'une machine en cours d'exécution sur un hyperviseur vers un deuxième hyperviseur. Mais dans 2012, nous avons fait quelques petites évolutions. Je crois que je suis le numéro 2, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Exact. Donc, je suis ici sur mon hyperviseur, qui est sur Windows 2012 R2. Quand je vais aller dans les propriétés d'Hyper-V, ici au niveau du Live Migration, alors je le rappelle, on n'a pas de limitation en termes de nombre de machines qu'on peut déplacer en simultané d'un node de virtualisation à l'autre. Simplement, la seule limitation, vous l'aurez compris, c'est la limitation du matériel, en gros de la bande passante dont vous allez disposer, et des IO disques qui vont être en face. Donc ici, par exemple, j'ai mis la limite à 20, car j'aime bien les grosses limites. Donc, non, il n'y a pas d'humour derrière, en fait. Donc, la grosse nouveauté qu'on a dans 2012 R2 versus les versions antérieures, c'est que dans les versions antérieures, ce qu'on faisait lorsqu'on faisait une live migration, on dupliquait la RAM de l'hyperviseur numéro 1 vers l'hyperviseur numéro 2, et le transfert de cette RAM était fait par le port TCP 6600. On s'est dit, peut-être qu'on pourrait optimiser tout ça
parce que pourquoi on ne ferait pas la compression, une sorte de zip de la RAM, pour essayer de gagner un petit peu de temps lors d'un live migration? Eh bien, c'est désormais l'option qui est par défaut lors d'un live migration d'une machine virtuelle d'un 2012 R2 vers un 2012 R2. Donc de base, vous aurez l'option compression. Et puis, si vous avez des réseaux, on va dire, haut débit, par exemple, enfin, haut débit pour moi veut dire supérieur à 10 gigabits par seconde, eh bien, vous pouvez activer dans ce cas-là l'option SMB. Et dans ce cas-là, live migration ne va pas se faire via le port TCP 6600, mais va passer en fait par le protocole standard de fichier SMB dans son édition 3.0.2. Et du coup, comme on est en SMB, on peut profiter de petites choses assez intéressantes, comme notamment le multiplexing, envoyer les flux sur plusieurs interfaces réseau. Et puis, quand on a des cartes un petit peu haut de gamme, un peu à l'achat plaisir des administrateurs Windows, eh bien, on va pouvoir utiliser des cartes RDMA. Et donc, dans ce cas-là, on ne va pas faire une structure complète SMB, mais on va envoyer des kernels, enfin des paquets... des structures directement utilisables. Des structures directement utilisables d'un côté à l'autre. Voilà. Donc, on sera en direct memory. Alors, on va faire quand même une petite... Donc là, de base, moi, je suis en compression parce que j'ai que 2 Go entre mes deux hyperviseurs. Je vais prendre une VM qui est en train de tourner. Alors... laquelle on va prendre? Il y en a de la saloperie là-dedans. Voilà, on va prendre celle-ci, VM 2012 Azure. Elle est actuellement en train de tourner sur Hyperstan 2. On va lui faire un petit déplacement, donc on va venir ici sur Move. Alors juste avant d'aller sur Move, je vais quand même vous montrer où est-ce qu'elle est placée. Elle n'est pas sur un répertoire partagé de type SAN ou file server, elle est exécutée localement sur mon C2 point de mon hyperviseur numéro 2. Et du coup, je vais vous faire la total move fit, c'est-à-dire que je vais faire un move. Hop, choisir que je déplace la machine virtuelle à destination de l'hyperviseur qui va s'appeler Hyperstan numéro 1. Donc on va la déplacer du 2 vers le 1. Je vais déplacer l'ensemble des données de cette machine, c'est-à-dire que non seulement je vais dupliquer la RAM, mais je vais prendre le disque dur virtuel qui est actuellement en train de tourner et stocké sur l'hyperviseur Hyperstan 2, et je vais l'envoyer sur Hyperstan 1. Donc du coup, il me demande sur Hyperstan 1 où est-ce que tu veux le stocker. Donc on va aller le mettre là-dedans. On doit avoir VM ici. Hop, on va le mettre là. Ça fait 13 Go. Là, petit résumé, on me dit que tu vas faire donc une live migration et un storage migration. Donc vous voyez, virtual machine and storage. Et donc je suis de base en mode compression. Terminé. Petit temps d'attente, barre de progression dite à la Microsoft. On a déposé un brevet là-dessus. C'est-à-dire que la barre ne bouge pas. Et tout d'un coup, elle va avancer. Il y a néanmoins une vraie explication technique derrière. C'est-à-dire qu'avant de prendre une machine à chaud en train de tourner et de dire tiens, je t'envoie par là-bas, on va vérifier que l'hyperviseur de destination est capable de recevoir la machine virtuelle, qu'il a assez de RAM disponible, qu'il a assez d'espace disque, etc., etc. Qu'il a des processeurs compatibles, qu'on n'est pas en train d'envoyer une machine qui est virtualisée sur de l'Intel, sur de l'AMD, etc. Et une fois que ça se passe, eh bien, sur le port TCP 6600, on va voir passer effectivement la duplicate de la RAM. Et puis si on regarde le perfmon, on va s'apercevoir d'une chose assez intéressante. Voilà. Vous remarquerez que j'ai deux cartes réseau qui sont en train de bosser en parallèle. Alors, le but étant de ne pas saturer ces interfaces, parce qu'il y a d'autres VM qui tournent sur ces interfaces, sur ces switches virtuels. Et là, on fait du SMB multiplexing. Donc c'est là, en fait, le déplacement dans le disque dur qui va se faire simplement par le protocole SMB, eh bien, il va passer par deux chemins réseau. Donc, pour ceux qui font du SAN, on va dire que c'est du multipass IO, mais simplement sur l'Ethernet. Voilà. Ben là, on va le laisser tourner tranquillement. Et puis, je vous propose de passer à la suite. Eh bien, je vais passer à la suite. Ça tourne, ne vous inquiétez pas, ça va le faire. Alors un truc avec lequel on a tous souffert, enfin je ne sais pas si dans la salle il y a des gens qui ont déjà utilisé Hyper-V quand même, il y en a? Oui, il y en a plein. Eh bien, qui a déjà voulu copier un fichier dans une VM et a déjà souffert avec ça? Et voilà. Il y en a plein aussi. Donc il y en a moins quand même, il y en a moins. Vous faites quoi avec Hyper-V? Et donc avant il fallait faire des disquettes virtuelles ou des CD-ROM virtuelles, des images ISO, tout ça pour aller balancer les fichiers dans les VM. C'était pas cool. Donc maintenant deux solutions sympas, une scriptable et une interactive. Donc la scriptable c'est une nouvelle fonction PowerShell qui s'appelle copy VM file. On lui donne le nom d'un fichier, le nom du fichier de destination dans la machine virtuelle. Un petit paramètre rigolo, ça c'est file source host. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à dire que ma source c'est mon host vers la VM. Et en fait, non, c'est pas ce que tu supposes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'option guest encore. Ça marche que dans un sens. Mais on peut supposer que l'année prochaine ou bientôt. Dévoile les fonctions de Windows 9. Mieux. Non, je n'ai rien dit. Ah bon, c'est quoi? Donc c'est une fonction qui sait faire une seule chose. Copier un fichier dans un sens, du host vers le guest. Ça a l'air ridicule comme ça, mais bon, moins pour provisionner des services dans des VM, ça peut être scriptable, on peut copier comme ça par récursion, pas mal de choses. Donc si j'exécute ça, effectivement, ça va copier un fichier
qui est apparu dans ma VM. Donc ça, c'est gentil. Impressionnant, hein, Hein? Mais tu peux faire mieux, Pascal. Je peux faire mieux. Je peux faire mieux, pourquoi? Parce que ce que vous connaissez depuis le début d'Hyper-V, qui s'appelle VM Connect, c'est cet exécutable qui me permet de voir la console de ma machine virtuelle. Cet exécutable, on l'a changé en profondeur. On lui a rajouté un deuxième protocole de déport d'affichage qui est RDP, qui est le protocole qu'on connaît, nous, depuis des années pour faire du terminal à distance. Et ce protocole, il a ça de sympathique qui vient avec plein de fonctions qui sont intégrées, notamment le copier-coller de fichiers. Donc ça va être plutôt sympa. Je vais prendre mon fichier test2 sur ma machine haute, je fais copier, je vais dans mon guest, dans ma VM, et je fais coller. Et là, alors là, tu nous as régalé. Là, ça marche dans les deux sens, avec plusieurs fichiers. Avec dans les deux sens en plus. Non, mais là, tu en as d'autres, des très impressionnants comme ça? Alors, oui, des ACL, les ACL réseau. Ah ouais. Alors, ça n'a rien à voir avec ce qui précède, mais c'est intéressant quand même. Là, j'ai deux VM. Deux VM, une qui s'appelle Office PC et une qui s'appelle File. Et sur le site, sur la File, il y a un site web sur le port 81. Donc effectivement, depuis la VM client, j'accède au port 81 sur ma VM qui s'appelle File. Donc rien que de très normal ici. Et maintenant, depuis mon hôte, mon serveur de virtualisation, je peux écrire un petit script assez sympathique pour créer des ACL, un petit peu comme on ferait sur un firewall, sur un routeur filtrant ou ce genre de choses-là. Donc en fait, on va dire, voilà, je veux interdire, par exemple, le trafic. Ça concerne la telle machine virtuelle, file. Dans quelle direction? Inbound, en entrée vers la machine virtuelle. Depuis quelle adresse IP? Toute. Sur quel port? Le 81. Sur quel protocole? TCP, avec un poids, etc. etc. C'est-à-dire qu'on pourrait maintenant... On pouvait le faire en fait en 2012 et en Windows 8, mais sans pouvoir préciser le protocole et le port. Donc la nouveauté, c'est qu'on a cette finesse en plus. Et donc je vais exécuter cette ligne-là. F8. Voilà. Et si je reviens sur mon client... il est où mon client? Il est là. Et que je réessaye d'aller sur File, évidemment, c'est l'effet démo. explore -private. Le porn mode, il n'y a que ça de vrai. Oui, c'est l'autre nom du private. Pas compris. Et là? Et donc là, magique, j'ai plus accès à mon site. Donc j'ai bien coupé le port 81. Mais tous les autres ports sont disponibles. Hein. Par exemple, si je vais sur File en serveur de fichiers, j'ai bien accès aux shares qui sont sur le serveur. Voilà pour les ACL étendus. Eh bien, impressionnant. Hein. Ouais. Ça mérite de couper un port quand même. Ouais. On n'a jamais vu ça. C'est bon ça. Et c'est nous qu'on peut faire, hein. Merci. Merci. Ça fait plaisir, c'est mon cousin. En fait, c'est pas ma famille, non. C'est pas terminé? Lui aussi, il aime bien couper les ports. D'accord. Alors, autre fonction qui est intéressante. Dans Windows Server 2012, on a implémenté une fonctionnalité qui s'appelle le réplica. Le réplica permet de créer un clone, un réplica d'une machine virtuelle en cours d'exécution. Ce clone, en général, est déporté dans un data center séparé et est là pour être utilisé dans le cas d'un PRA, un plan de reprise d'activité. Donc, quand vous avez une inondation, un feu, un désastre majeur dans un data center, l'idée de pouvoir redémarrer la production à partir de ces fameux réplicas. Donc, ici, je voyais que sur ce serveur qui s'appelle Winology, j'ai tout un ensemble de machines qui sont à off. Ce sont toutes en fait des réplicas. Et elles sont en train de recevoir leurs changements tranquillement, à base de tranquillade. Donc. La grosse nouveauté, c'est que désormais, on supporte la méthode dite Century Bretel, c'est-à-dire qu'on peut faire un réplica du réplica, et donc faire un premier réplica sur un serveur, et faire un réplica de ce réplica sur un troisième serveur, un troisième hyperviseur. Et ça, c'est natif dans la solution. Prenons le cas ici d'une machine qui, pour moi, est assez sensible, car c'est ma PKI. Ma PKI, en fait, qui doit s'appeler DC01, quelque part ici, vous voyez. Il est en train d'envoyer des réplications, donc il est à l'état normal. Quand je regarde les propriétés ici au niveau de la réplication, voilà, je vois qu'actuellement ce serveur, donc cette machine virtuelle tourne sur Hyperstan 2, il est répliqué sur la machine qui s'appelle Winology-01. On voit le nombre de la quantité d'informations qui a été transférée, et on me dit qu'actuellement, mon état de réplication, ma santé est bonne. C'est-à-dire que mon réplica sur la deuxième machine, deuxième hyperviseur, il est opérationnel. Ce qui est intéressant, c'est si je me positionne sur ce second hyperviseur qui contient donc le réplica actuellement existe sous la forme du même nom de machine, mais la machine est arrêtée, et que je vais dans les propriétés, désormais j'ai deux onglets.
j'ai également l'onglet Extended Replication. J'ai fait donc un second réplica de Winology numéro 1 vers Hyperstan numéro 3. Et là, on voit effectivement que tout se passe bien, que c'est avère. Donc là, en toute sérénité, je peux me dire, localement, d'un hyperviseur sur mon data center vers un autre hyperviseur, par exemple dans une autre salle, je peux faire une réplication, puis j'en fais une troisième vers un site externalisé, ce qui me garantit du coup de ne jamais perdre ma production pour des machines qui sont assez sensibles. Bien entendu, quand on va faire un PRA, il y a pas mal d'opérations qui sont effectivement techniques, il y en a des manuels, et puis l'idée c'est d'avoir une sorte de chef d'orchestre en fait qui va permettre de faciliter la redémarrage sur une plateforme de secours, parce qu'on sait que dans le cas d'un PRA, on n'est pas à 100% de sa capacité intellectuelle, parce qu'on a des gars qui sont derrière le dos qui disent « Hey, ça a marché quand ? Hey, ça a marché quand ?» Donc, et puis redémarrer une production, c'est pas redémarrer juste une machine, c'est redémarrer un ensemble de serveurs, et c'est là effectivement que Arnaud prend la main. Oui, effectivement, on n'est pas très à l'aise quand on a quelqu'un qui nous demande ça tous les 5 minutes derrière, surtout qu'on ne peut pas l'envoyer bouler vu que c'est notre chef en général. Au niveau de Hyper-V Recovery Manager, ce qu'on a la possibilité de faire, c'est effectivement de définir, d'un peu orchestrer tous les process qui vont arriver lorsqu'on va déclencher le PRA. Donc pour ça, on a l'installation d'un service HRM à l'intérieur de la console Windows Azure. Dans cette console, je vais pouvoir en fait voir des protected items. Ces protected items, c'est quoi? C'est en fait des cloud services. Ces cloud services, d'où est-ce que ça provient? Ça, c'est pas du jargon Hyper-V, en fait, ça provient de VMM, Virtual Machine Manager. Donc en fait, avec Hyper-V Recovery Manager, on va pas piloter directement les machines, les Hyper-V, mais on va piloter VMM, qui lui va piloter les hyperviseurs. D'ailleurs, on les voit, ici, on a ces noms, on a Lille principale, Lyon principal, Paris principal, et si je vais ici dans ma console VMM01 qui contient ces machines, je vais voir qu'effectivement ici je retrouve ces noms. Donc en fait, Azure Hyper-V Recovery Manager va être provisionné par les paramètres qu'on a ici. On choisit évidemment quel cloud service on veut envoyer dans Azure, et ici on nous dit que j'ai effectivement bien activé l'envoi de la configuration vers HRM, et que en fait le Recovery Cloud qui est utilisé pour cet ensemble, pour ce cloud service, il est dans l'île PRA qui est hébergé sur VMM02 comme autre console VMM. Donc cette autre console VMM, elle est là par ici, et en fait derrière on a effectivement les machines Hyper-V dont on va gérer automatiquement la réplication. Alors cette politique de réplication, comment on les gérer? Je vais prendre ici mon site Lyon principal, et puis je vais prendre les paramètres de protection. Dans ces paramètres de protection, je vais définir quel est le point de destination et quel cloud service je veux utiliser sur la cible distante. Donc là, je vais prendre Lyon PRA, et puis là, on retrouve tout à fait ce que tu nous montrais, Stanislas, le choix de répliquer toutes les 30 secondes, toutes les 5 minutes ou toutes les 15 minutes. On va prendre toutes les 15 minutes. On peut choisir les points de recovery additionnels, donc garder une historisation des différentes versions des machines virtuelles dans le temps, et puis garder les VSS de ces machines virtuelles. Ici, on nous demande est-ce que tu veux transférer la donnée est-ce que tu veux compresser la donnée avant de la transférer? Est-ce que tu veux utiliser Kerberos ou un certificat pour authentifier la discussion entre les serveurs? À partir du moment où on fait save, qu'est-ce qui va se passer? En fait, les agents Hyper-V Recovery Manager qu'on a installés sur VMM vont aller descendre la configuration qu'on vient de pousser, et puis automatiquement ça va configurer les paramètres. Et donc quand on aura une machine virtuelle qui va être spécifié pour ce cloud service, et bien on va pouvoir spécifier, et là ce sera machine par machine, quels VM vont être inclus et vont être réellement répliqués. Là on voit que si on va regarder dans les propriétés d'une machine virtuelle dans mon environnement ici, et ben on va aller lui activer directement les... Tiens donc... On va aller lui activer, disais-je, les paramètres de recovery. Et ben il ne veut pas nous les afficher, j'ai envie de te dire c'est pas très grave, on va aller voir de l'autre côté à quoi ça ressemble. Si on va ici sur mon site l'île principale, on voit bien qu'on a la partie configuration, qu'on a la partie machine virtuelle, et ici on voit bien les deux machines virtuelles qui étaient dans ma console VMM qui sont configurées pour être répliquées. Et donc là j'ai un monitoring évidemment de l'état de la réplication, voir que c'est plutôt pas mal, ça réplique, ce qui est plutôt rassurant. Et puis la mise en œuvre de tout ça, elle va se faire effectivement dans le recovery plan. Dans le plan B, c'est là que je vais définir mon scénario. Et ce scénario, ça va être quoi? Ça va être par exemple d'appeler le technicien réseau d'astreinte, et donc appeler le technicien réseau d'astreinte, ou alors déclencher les opérations de début de PRA.
appeler l'astreinte technique, appeler le directeur à telle extension. Et puis, quand ce plan il démarre réellement, en fait, tout ça va se dérouler sous mes yeux. Je vais avoir ces différentes étapes qui vont m'être signalées par la console. Et puis, on va effectivement démarrer ici cette machine qui s'appelle la DFS 01, mais qui fait pas que de la DFS. Et puis, déclencher des tâches bien particulières. Alors, ces tâches bien particulières, par exemple, ça peut être du script. Là, qu'est-ce qu'on fait? On donne un script qui va être situé à l'intérieur de ma librairie VMM en fait, qui va être répliqué sur mes différents hyperviseurs. Et de cette manière-là, je vais pouvoir en fait enchaîner toutes mes procédures qui sont dans mon DRP naturellement. Automatiser, le tester dans un environnement isolé pour pouvoir le jour J appuyer sur le gros bouton rouge. C'est ce qu'on fait avec Hyper-V Recovery Manager. C'est bien. Est-ce que tu nous parles un petit peu de Merci, réseau? c'est sorti il y a 3 semaines. Hein. Tu vas avoir plein d'amis chez les exploitants maintenant. Est-ce que tu nous parles de réseau très rapidement avant de passer la main à Fabrice? J'ai l'impression que ça va pas tout à fait ensemble, hein, ces deux contraintes que tu me donnes là. Alors, dans Hyper-V, on a effectivement maintenant introduit la gestion de la virtualisation de réseau. Qu'est-ce qu'on fait? On utilise en fait NVGRE pour échanger des données entre mes machines. Là, on arrive dans des considérations déjà un petit peu techniques. Concrètement, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut définir des réseaux logiques à l'intérieur de ma console VMM. Ces réseaux logiques ils vont être automatiquement utilisés pour faire communiquer mes hyperviseurs entre eux. Ces réseaux logiques, on va leur déterminer des switches logiques. Et ces switches logiques, ils vont automatiquement être ajoutés à une propriété d'un hyperviseur, une fois que j'aurai spécifié que celui-ci veut participer à la virtualisation de réseau. Et une fois que j'ai défini la virtualisation de réseau, eh bien en fait, je vais créer ces réseaux virtuels sur lesquels je vais faire reposer mon infrastructure. Qu'est-ce qu'on fait? On prend une infrastructure IP de data center globalement, et sur cette infrastructure IP de data center, on va faire cohabiter plusieurs réseaux qui sont virtualisés. Vous voyez bien le problème, il est très simple ici. On va avoir plein de clients qui vont avoir un réseau qui va être en 10 points quelque chose, et puis d'un autre côté, on a un autre client qui a exactement le même plan d'adressage. Comment est-ce qu'on fait cohabiter ça sur mon réseau data center? Eh ben, soit je peux faire de la VLANisation, ça c'est ce qu'on fait depuis pas mal de temps, mais la VLANisation c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut gérer derrière toute infrastructure réseau, et puis ça veut dire que dès que je bouge une VM d'un point à un autre, d'un hyperviseur à un autre, il faut potentiellement que je reconsidère les informations de VLAN qui vont être relatives au port sur lequel la machine est connectée. Avec la virtualisation de réseau, on fait abstraction de tout ça en fait. On gère tout ça de manière dynamique. Au fur et à mesure des mouvements de la machine, on va envoyer ça directement au bon endroit et c'est VMM qui va transmettre ces informations de correspondance. Une fois qu'on a virtualisé ces réseaux, vous l'avez deviné, en fait ces réseaux ils sont encapsulés sur mon réseau de data center à l'intérieur du protocole NVGRE. Ce qu'on va vouloir faire, c'est évidemment l'interconnecter avec le reste du monde. Cette interconnexion avec le reste du monde, elle va pouvoir se faire en routant soit sur le réseau physique classique, en faisant une relation de routage ou en faisant une relation de NATing. C'est-à-dire que globalement j'aurai une adresse IP entre guillemets public, une adresse IP de mon data center, et qui permettra de faire une abstraction vers ce réseau virtualisé. Et typiquement, je pourrais définir, quand je suis en mode NATing, comme c'est le cas par ici, je pourrais définir que je vais faire un port forwarding, c'est-à-dire que sur cette adresse IP publique, je renvoie par exemple le port 443 depuis l'adresse IP publique vers tel VM à l'intérieur. Du coup, j'ai bien une isolation comme ça de mes hôtes virtualisés. Et puis, tout suivi on va interroger après. Je crois que c'était relativement clair là. C'est simple. Bon, vas-y, maintenant, fais un peu de barbu là. On va parler un peu technique maintenant. Voilà. Allez, on sait faire de la connexion site à site aussi pour faire typiquement des infrastructures hybrides. Gérer une interco avec un site Windows Azure par exemple. Ou même sans aller aussi loin, faire une interco avec un autre site d'un autre data center. Là, on va pouvoir prendre directement mon réseau virtualisé, décapsuler le NVGRE et réencapsuler vers de l'IPsec pour aller envoyer ça dans mon VPN site à site, tout simplement. Et puis, on fait ça. Petite cerise sur le gâteau, on fait ça et on supporte protocole de routage dynamique, on supporte le BGP. C'est ce qui manquait effectivement, Fabrice. Eh ben, c'est dans la boîte maintenant, la virtualisation de réseau avec Hyper-V, tout est là pour faire des réseaux virtualisés et avoir sa dynamicité. Alors je pense que comme tu as commencé à introduire la notion de Virtual Machine Manager, le mieux c'est de passer ça au maître du VMM. Ah, effectivement, que ferions-nous avec Hyper-V sans VMM? Vous êtes tous d'accord avec moi? J'ai besoin effectivement de VMM au sein de mon infrastructure. Alors, pas beaucoup de nouveautés avec VMM 2012 R2, si quand même. Deux nouveautés importantes. Effectivement, ce que nous disait Arnaud, la possibilité de pouvoir déclarer ces gateways Hyper-V Network Virtualisation au sein de mon infrastructure et permettre aux différentes machines virtuelles de communiquer ensemble, de pouvoir aller vers l'extérieur. Au niveau des librairies, une chose qui est importante. Qui n'a jamais sué à mettre sa clé de licence au sein de sa machine virtuelle quand il l'avait déployée?
et surtout quand je suis obligé de la redéployer, à retrouver la bonne clé de licence. Maintenant, au sein des templates de machines virtuelles, vous allez avoir la possibilité de pouvoir tout simplement déclarer une clé générique qui va automatiquement s'activer en fait avec la clé que vous avez fournie sur votre hôte Hyper-V. Donc tout simplement, au niveau de votre configuration de template, vous allez mettre une clé. Cette clé, vous allez la trouver où? Tout simplement sur le TechNet. Ça s'appelle Automatic Virtual Machine Activation. Donc vous avez toute une série de clés. Et en fait, cette clé va vous permettre d'activer votre machine virtuelle sans avoir besoin de récupérer la clé d'entreprise, sans avoir besoin d'accéder à ce qu'on appelle un key serveur, je sais plus quoi. Le KMS. Voilà, le KMS, Key Management Server. Donc, première nouveauté. Autre nouveauté intéressante, lorsque je fais du provisionnement de machines virtuelles, je fais parfois du provisionnement de services. Lorsque je crée des services, effectivement, je crée une première machine, ensuite je viens créer d'autres machines au sein de mon service, c'est ce qu'on va appeler l'élasticité. On a tous besoin aujourd'hui d'élasticité. Mais finalement, comment je peux gérer correctement les actions à réaliser sur ma première machine? Par exemple, lorsque je vais créer un cluster SQL Oswesen, j'ai des opérations sur la première machine que je n'ai pas nécessairement à faire sur les autres machines. Et de la même façon, quand je vais le supprimer, j'ai des opérations à faire sur la dernière machine que je ne dois pas faire sur les machines précédentes. Tout ça, je vais pouvoir le gérer maintenant avec la notion de template de service sur lequel, hop, on va se connecter dessus. On va prendre celui-là, Open Designer. J'ai finalement 4 propriétés nouvelles au niveau de ce template de service, qui sont au niveau des configurations des applications, la possibilité de pouvoir, on va le faire, créer de nouvelles applications, script, add, script to application profile. Et là, à ce niveau-là, qu'est-ce que je retrouve? Des nouvelles choses. C'est qu'est-ce que j'ai à faire lorsque je crée ma première VM, qu'est-ce que je fais ensuite lorsque je crée des VM supplémentaires, éventuellement des rattachements à des nœuds de cluster SQL, des nœuds de cluster Exchange, etc. Et de la même façon, quand je vais être dans un mode de suppression, quelles sont les opérations que je dois exécuter machine par machine. Alors tout ça c'est bien, effectivement c'est pour l'administrateur, mais on parle de plus en plus de mettre à disposition des services à l'utilisateur, faire en sorte que l'utilisateur devienne un consommateur des services. Je pense que vous utilisez tous Windows Azure. Windows Azure c'est assez sympa comme interface. Par contre moi, en tant qu'administrateur dans l'entreprise, j'aimerais bien fournir la même interface à mes utilisateurs. Quelque chose qui est le look and feel d'Azure, qui permet de retrouver, je dirais, le mode opérationnel d'Azure. Et bien ça existe aujourd'hui, ça s'appelle Windows Azure Pack. C'est finalement un sous-ensemble de fonctionnalités de Windows Azure que vous venez mettre au sein de votre environnement, au sein de vos data centers. Vous créez finalement votre cloud privé. À l'origine destiné aux service providers, le produit de plus en plus s'oriente maintenant pour l'entreprise, sur lequel je vais pouvoir créer mes réseaux virtuels, bien sûr m'interfacer directement avec VMM. L'objectif n'est pas d'avoir à réécrire un certain nombre de choses, mais directement au travers de ce portail. Donc on connaissait un certain nombre de portails chez Microsoft, Application Controller, à un moment donné on a eu Virtual Machine Manager, on a eu Service Manager. Aujourd'hui, le portail d'entreprise, c'est celui-ci, m'apporte un certain nombre de fonctionnalités, la possibilité de créer mes réseaux. Donc je suis connecté avec mon authentifiant, moi connu au sein de l'entreprise, je vais pouvoir créer mes réseaux virtuels, création rapide, et là on retrouve tout simplement, tiens on va l'appeler DemoTechDez. Non, t'as mis un point virgule, je crois que ça n'aime pas ça les noms de machines. Alors, qui c'est qui veut venir taper? Donc je vais choisir mes sous-réseaux. Fabrice, tu n'as toujours pas mis le bon truc. Ouais, tu tapes n'importe quoi là, concentre-toi un peu là. Alors tiens, on va mettre un G, comme ça je suis sûr de passer. Ouais. Mais j'ai pas l'habitude, c'est la première fois depuis un certain nombre d'années. Donc, créer mon réseau. Et là, automatiquement, je crée un réseau virtuel au sein de mon serveur VMM qui va me permettre à mes différentes machines de cohabiter. Alors ces machines virtuelles, on les retrouve ici. Qu'est-ce que j'ai comme fonctionnalité? Je peux créer des machines, donc faire du IaaS, Infrastructure as a Service, selon deux modes. Des machines standalone et des machines qu'on va appeler du VM Role. VM Role au sens d'élasticité. J'ai mon référentiel, je viens rajouter des instances de mon référentiel. On va le voir. À ce niveau-là, j'ai une machine VM Role qui est déployée. J'ai un certain nombre d'instances, j'ai 2 instances. Je souhaite faire de l'élasticité. Tiens, allez, on va passer à 3 par exemple. Et je vais automatiquement, hop, voilà, non mais j'étais en clavier anglais, c'est pour ça. J'ai voulu mettre un challenge, je crois que je vois comment on repasse. Voilà, hop, je fais yes, et là automatiquement je viens déployer une nouvelle machine au sein de mon data center. Bien sûr, tout ça, le consommateur ensuite il va payer parce qu'il faut quand même se faire payer. Tu parles des métiers qui sont refacturés, car les métiers ont pas mal d'argent.
Machine virtuelle standalone, l'objectif c'est aussi de pouvoir proposer une galerie. Une galerie avec un catalogue de services. Bien sûr, réfléchir à ce dont a besoin mon utilisateur. Est-ce qu'il veut du Linux, est-ce qu'il veut du Windows? Donc là, je retrouve toute ma galerie, tout simplement des modèles que j'ai déclarés au niveau de VMM. Je m'appuie tout simplement sur tout ce qui est mis en place dans VMM. Donc pour vous, vous avez déjà créé VMM, vous allez utiliser VMM. Par contre, vous allez fournir un portail. Je viens sélectionner, par exemple, je souhaite déployer un web serveur. Je vais définir un certain nombre d'informations. Un mot de passe, alors hop, voilà. Bon, on va mettre un truc simple parce que sinon je vais oublier. Monsieur, il faut respecter une politique de sécurité. C'est important, la sécurité. Next. Et puis là, je vais pouvoir me connecter et tout à l'heure, je viens juste de créer un réseau, il est directement disponible. Essaye pas de dire, ça va être balèze. Voilà. Et là, je viens déployer de la même façon ma nouvelle machine. Pareil pour des bases SQL, pareil pour des sites web, c'est finalement rendre aussi simple la mise à disposition d'environnement qu'elle peut l'être aujourd'hui sur la plateforme Windows Azure. Allez, on te donne encore 5 minutes, Fabrice, je suis sûr que tu as des choses à nous montrer. Ah bien sûr, alors là je suis sur la vue utilisateur, maintenant je vais me mettre sur la vue administrateur. Bien sûr, avant de proposer quelque chose à l'utilisateur, l'administrateur, il est venu proposer un certain nombre d'options possibles au niveau de la plateforme. Donc première option possible, hop, je me connecte en tant qu'administrateur, là je retrouve beaucoup plus de choses qui est configurable. Normal que la couleur soit différente? Pardon? C'est normal que la couleur soit différente? Non, il n'y a pas de couleur différente. Ah bon, il y a une couleur différente? C'est les yeux là, je J'ai pense. l'impression que c'était plus foncé. Ah ouais, c'est un des bleus différents. Hein. Là c'est gris en bas et là c'est en bleu quand t'es administrateur. Non, l'autre c'est gris parce qu'il est en train de faire des choses. C'est pour ça. Ah d'accord. Quand il C'est des travaille, petits trucs, ça, c'est des petits trucs d'ergonomie. Hein. C'est important. Ça prouve qu'il avait vu ma démo avant, donc bon. Donc, Windows Azure Pack va vous permettre de gérer jusqu'à 5 serveurs VMM. Et au sein de ces serveurs VMM, vous allez créer quoi? Vous allez créer votre notion de cloud. Je vous rappelle, la notion de cloud au niveau de VMM, c'est les environnements sur lesquels vous allez souhaiter déployer vos machines virtuelles. Donc éventuellement des stockages particuliers, des réseaux particuliers, etc. Ensuite, je vais définir ce qu'on appelle des plans. Rappelez-vous un petit peu les souscriptions sur Windows Azure. Dans ces plans, vous allez définir quelles sont les ressources que vous souhaitez mettre à disposition des utilisateurs. Donc là, j'ai un plan démo. Dans ce plan démo, j'ai défini, donc on voit, hein, ça fonctionne, hein, c'est en live. Donc j'ai défini un certain nombre de ressources accessibles à mes utilisateurs, des machines virtuelles et également des environnements SQL. Donc je vais pouvoir faire du SQL as a service. J'ai besoin d'instances SQL, j'ai mon serveur SQL, j'ai mes groupes de serveurs SQL avec différentes configurations, hautement disponibles, moins disponibles. Je les mets à disposition. Ensuite, au niveau de l'outil, j'ai la possibilité de faire de la refacturation. La refacturation, il y a quelqu'un qui parle là-bas, c'est assez désagréable. Merci de vous taire. Donc la refacturation, c'est un outil qu'on vient rajouter au niveau de Windows Azure Pack, qui est fourni par un partenaire qui s'appelle Cloud Cruiser. Donc il y a une version gratuite que l'on peut installer, il y a une version payante avec beaucoup plus de fonctionnalités, notamment de l'analyse financière au niveau et des projections sur les mois, les années. Donc je vais véritablement avoir un retour à mes équipes sur je provisionne une machine, ça me coûte tant, et moi en tant qu'utilisateur, je suis capable de savoir ce que ça m'a coûté. Et merci Fabrice, c'était une belle démonstration, je pense que vous pouvez l'applaudir, parce que derrière, monter ça, c'est pas facile. Il nous reste à vous remercier pour votre attention, passez une bonne fin de journée, je crois qu'il y a d'autres sessions sur Windows. Alors il y a une session à 17h45, 45 minutes sur WAP, beaucoup de démos. Un petit peu de slides, donc n'hésitez pas à venir si vous voulez en savoir un petit peu plus. On verra un petit peu dans le détail comment je configure tout ça. Merci encore et belle journée. Bonne journée, à bientôt.